Bonjour à tous. Je suis Jean-Pierre Gilles de la société Sillage. Je suis accompagné de Cyril de la société Cloudflare. Et nous allons vous parler d'un retour d'expérience qui concerne une cyberattaque et plus précisément comment se relever de la cyberattaque et capitaliser sur celle-ci pour construire un SI plus robuste et plus cyber-résilient. On va commencer par une rapide contextualisation de cette cyberattaque. Ensuite, on détaillera la chronologie des événements, les enseignements que nous avons pu tirer de cette attaque et comment capitaliser sur ces enseignements. Alors, ça ne sera pas une vision exhaustive de tout ce qu'il faut faire. Typiquement, on ne parlera pas de ISO 27001, on ne parlera pas de NIS 2, on ne parlera pas de méthodologie d'analyse de risque, mais on fera un focus plus particulier sur les infrastructures et un focus technologique un peu plus précis sur la partie DDoS dont on va détailler les aspects dans les slides suivants. Alors, la cible, c'est un client évidemment qui nous a autorisé à en parler, on pourrait même le citer, mais c'est vraiment pour contextualiser, on a suffisamment d'informations. C'est une entreprise leader dans le transport de fret et de passagers en Méditerranée, qui transporte plus de 3 millions de passagers par an et dont 85% de l'activité commerciale est réalisée via des sites marchands, avec un SI qui est majoritairement on-prem. Alors, dans les protagonistes, évidemment, la société Sillage qui accompagne ce client. Donc, Sillage est une société, alors je ne vais pas tout développer, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, d'intégration, réseau et cybersécurité, qui a 18 ans d'existence, avec un siège basé à Aix-en-Provence, 35 collaborateurs et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne vais pas développer plus, ce n'est pas l'objet de la présentation. Je passe la parole à Cyril pour nous présenter Cloudflare. Parfait, merci Jean-Pierre. Je vais commencer par une question périlleuse. Est-ce que tous ceux qui ont déjà utilisé Cloudflare peuvent lever la main? Voilà, super. Donc je ne sais pas si vous voyez derrière vous, mais c'est très représentatif. On a plus de la moitié de la salle qui a déjà utilisé Cloudflare. Et ça correspond finalement assez bien à ce qu'on retrouve sur l'Internet, puisque aujourd'hui, Cloudflare, c'est à peu près 20% du trafic web. Pour être précis, c'est 19,4% des sites web dans le monde qui sont protégés par le reverse proxy Cloudflare. Donc on a une couverture très très large. Mais ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est en fait qu'est-ce que c'est Cloudflare en dessous de l'utilisation que vous pouvez en avoir au niveau DNS ou pour protéger les sites. En fait, Cloudflare, c'est un réseau mondial. C'est un réseau et c'est uniquement un réseau. Donc c'est un réseau de 335 points de présence répartis dans 120 pays. Donc c'est un réseau qui est à l'échelle et à la taille de l'Internet. Ce réseau, il est évidemment très bien connecté. Il a une capacité qui est importante. C'est un point clé pour le sujet dont on va parler tout à l'heure, le DDoS. Donc 348 terabits par seconde de capacité. Et je le disais, beaucoup de sites web. Et ça, c'est aussi un point qui est important, puisque Cloudflare, en tant que solution cloud et connectée, va récupérer énormément de signaux de trafic. Et donc, on va être souvent les premiers à détecter les nouvelles vulnérabilités. Et on va, de façon collective, partager cette intelligence entre tous nos clients. Donc, on y reviendra. Mais typiquement, si un client subit une attaque au Brésil ou au Japon, et ben c'est tout le réseau qui en est informé. Et c'est du coup les utilisateurs de Cloudflare dans le monde entier qui vont être protégés. Merci Jean-Pierre. Et donc ce réseau, il a une spécificité technique, c'est que c'est un réseau qui est basé sur une technologie Anycast. C'est aussi un point qui est important pour ce dont on va discuter. Donc le Anycast, vous le connaissez probablement, ce concept au niveau du DNS. C'est que n'importe lequel des points de présence peut faire la résolution DNS. Et ben Cloudflare utilise cette technologie sur l'intégralité de ses services. Donc ça veut dire que tous les services Cloudflare tournent sur tous les points de présence partout dans le monde. Et c'est également la même chose pour vos configurations, donc on y reviendra. Mais si vous poussez une configuration sur le WAF, par exemple, cette configuration, qui est par exemple une règle de bloc, elle va être propagée sur l'intégralité des points de présence, ce qui va permettre de toujours bloquer le trafic malveillant au plus proche de sa source. Et ça, c'est un point clé pour le DDoS, mais on y reviendra. J'ai un peu parlé de tout le trafic que Cloudflare avait. Donc ce qu'on voit à l'écran, finalement, c'est toute cette intelligence chiffrée. Donc 3,8
billions, donc en français, donc c'est des trilliards en anglais de requêtes par jour au niveau DNS. Sur la partie reverse proxy HTTP, c'est 71 millions de requêtes par seconde qui transitent par Cloudflare, des centaines de millions de certificats. Énormément de signaux de phishing et également des flux premium des partenaires. C'est aussi des éléments qui sont importants, encore une fois, pour le DDoS, on y reviendra. Donc on a toute une suite de solutions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le DDoS, mais pas que. Et donc, toutes ces données-là, en fait, elles vont permettre d'enrichir des modèles de machine learning, enrichir des modèles de scoring pour le DDoS, enrichir des modèles de scoring pour le bot. Et les deux sont importants, on le verra. Découvrir les vulnérabilités zero day, etc. Et donc, grâce à tout ça, on bloque 227 milliards d'attaques par jour sur le réseau Cloudflare. Et petite anecdote, vu qu'on va parler des DDoS aujourd'hui, il y a quelques jours, du coup, on a annoncé avoir bloqué la plus grosse attaque DDoS niveau 3, niveau réseau. Et donc, elle a eu un pic à 7,3 terabits par seconde pendant 45 secondes. Donc, c'est colossal. Si on prend en média par exemple, c'est 9350 films HD qu'a reçu l'infrastructure en 45 secondes. Donc c'est colossal et c'est le nouveau record. À savoir qu'il y a 6 mois, le record était autour de 6 terabits par seconde. Donc on a une accélération, une volumétrie en pleine croissance pour ce qui est du DDoS. Merci Cyril. Donc pour revenir à la chronologie de cette attaque, on va voir qu'elle a été multiple. Ça a commencé par du phishing qui a permis de récupérer les credentials d'un utilisateur. J'allais dire un peu imprudent. Alors c'est difficile de l'accabler parce que le phishing était extrêmement bien fait. C'était un partage de fichiers avec un nom d'un autre collaborateur et il a saisi son mot de passe, en l'occurrence Office 365, sur un site qui ressemblait à un site Office 365. Donc cette récupération de credentials a permis une intrusion dans le système par le système d'accès distant. Intrusion silencieuse, donc qui n'a pas été détectée. On n'a pas détecté les signaux faibles de cette intrusion. Et de façon quasi concomitante, donc là c'était en octobre, une attaque DDoS a démarré qui a neutralisé les sites e-commerce. Donc, comme je vous disais précédemment, 85% de l'activité commerciale était à peu près neutralisé. Alors, on a estimé qu'il y avait à peu près 10% de requêtes qui arrivaient à passer. Et le client a estimé à peu près le préjudice autour de 900 000, 1 million d'euros. Après, c'est extrêmement difficile à évaluer précisément, mais c'était les premiers chiffres. Cette attaque DDoS a duré entre 1 semaine et 10 jours. Avec des pics, des creux où on avait l'impression que c'était terminé et puis ça repartait. Donc ça a induit une situation de crise puisque effectivement l'activité commerciale était complètement paralysée. Situation de crise dont on va un peu détailler tout à l'heure la façon de la gérer. Et en réalité, cette attaque DDoS, au-delà de la neutralisation des sites marchands, était en fait une diversion qui a permis, au travers de l'intrusion qu'on a vue juste avant, des déplacements latéraux. Donc une charge a été installée sur un serveur qui lui-même a fait des scans sur le reste de l'infrastructure et a continué à se déployer sur une bonne partie de l'infra du client. Donc le DDoS s'est terminé donc, en octobre avec une revendication politique. Donc un groupe No Name 57 qui est un groupe pro-russe qui s'en est pris à peu près à tous les pays qui soutenaient l'Ukraine et qui notamment livraient des armes, et ils s'en sont pris plus spécifiquement aux transporteurs maritimes de différents pays. Donc à ce moment-là, on avait l'impression que c'était des activistes et que les choses allaient s'arrêter là. Au-delà de l'impact que ça a eu sur le business de l'entreprise. Donc ça, c'était le vendredi soir. Donc là, on était plutôt contents en se disant qu'on allait passer un bon week-end. Et en fait, lundi matin à 8h, donc, le client s'aperçoit que la majorité de son SI est cryptoloqué. Donc, j'en reviens à l'intrusion silencieuse, en fait, avec des placements latéraux, qui a tout crypté, tout chiffré dans le week-end. Donc, nouvelle situation de crise.
situation de crise où il faut prendre beaucoup de décisions, j'en parlerai juste après, dans la reconstruction du SI. Donc c'est là où il faut à la fois capitaliser sur ce qui vient de se passer. Pour autant, il y a des enjeux stratégiques de l'entreprise qu'il faut prendre en compte avec des échéances court terme. Alors, un mot sur la tentative d'extorsion. Le démarrage des négociations, c'était 1 million d'euros, avec deux leviers pour l'extorsion. C'était de pouvoir récupérer son SI, bien sûr, donc pouvoir déchiffrer. Et l'autre point, c'était de divulguer les données qui avaient été exfiltrées pendant la diversion. Donc, bon, évidemment, ils ont un peu négocié pour gagner du temps. À la fin, ils n'ont pas payé. Et bien, ils ont mis à exécution leurs menaces. Alors, donc, en gros, c'était de divulguer les données exfiltrées. Alors, heureusement, il n'y avait pas de données très sensibles. Et aussi faire une mauvaise publicité à l'entreprise et donc dégrader la confiance que peuvent avoir les clients de cette entreprise. Alors, je vous parlais des décisions en situation de crise. Donc, le lundi matin, quand on s'aperçoit que tout est chiffré, alors, première chose qu'on constate, c'est qu'il va falloir prendre beaucoup de décisions avec des impacts et des enjeux critiques derrière chacune de ces décisions. Qu'on a beaucoup d'informations pour prendre ces décisions, mais in fine, assez peu de certitudes, quelques convictions, mais on a du mal à sortir des certitudes. Il y a également la double temporalité, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des enjeux d'entreprise et il faut redémarrer assez rapidement, mais à la fois il faut se projeter dans le futur et se dire bon ok, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait et qu'est-ce que je dois corriger pour ne pas que ça se reproduise. Donc on est à la fois en train de démarrer un sprint pour redémarrer, mais on sait qu'on va faire un marathon. Donc il faut à la fois s'économiser et essayer d'avancer rapidement. Évidemment, le stress d'une situation inhabituelle et les conséquences quasi inévitables de ces conditions, ça crée une équation un peu infernale. Alors plusieurs biais. Le premier, c'est le biais d'ancrage. Enfin, le premier, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais le biais d'ancrage, c'est-à-dire on va se choisir une conclusion et rester focus sur cette conclusion, quoi qu'il arrive. Et ça rejoint l'effet tunnel, c'est-à-dire que à partir du moment où on a choisi une conclusion, on va écarter toutes les informations qui pourraient, de façon insidieuse, nous écarter de cette conclusion et ne conserver que celles qui nous mènent à la conclusion que l'on a choisie. Donc on va manquer un peu de discernement et d'objectivité. La réduction du champ de vision, c'est-à-dire on va se focuser à ce moment-là sur le DDoS et ça va mobiliser toutes les énergies du client au détriment des signaux faibles que l'on n'a pas perçus. Et bien sûr, le stress réduit toujours la capacité d'analyse dans ces situations. Donc cette phase-là, quand je repense à ce lundi matin, les premières heures, c'est des tonnes d'informations, peu de certitudes, il faut prendre des décisions rapides, la pression de l'entreprise. Pour autant, il faut garder la lucidité. Enfin, l'équation est assez compliquée. Et la meilleure façon, la façon la plus efficace de réduire et d'atténuer ces biais, c'est la préparation. C'est de se préparer à ce genre d'événements. Alors, l'idéal, c'est d'introduire dans son PRI ou dans son PCI le cyber-risque. Alors, j'empiète sur des choses que vous savez déjà certainement, mais souvent, quand on parle de PRI, PCI, on nous parle de catastrophes naturelles, d'incendies, de pannes majeures, etc. Le cyber-risque, c'est quand même différent. Si je prends juste l'exemple des sauvegardes, une panne majeure, vous pouvez redescendre des sauvegardes, ou un incendie, vous redescendez des sauvegardes sur un autre data center et ça repart. Un cyber-risque, vous ne pouvez pas juste redescendre la sauvegarde, il faut s'assurer qu'elle est saine et intègre. Donc on voit que les choses sont un petit peu différentes. Puis il y a la notion de rançon, de communication, etc. qui sont un peu différentes. Donc ce qu'il faut préparer, alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais s'assurer que les sauvegardes sont intègres, c'est la première chose. Composer une cellule de crise en amont, savoir dans ce type de situation qui va composer la cellule de crise et comment se répartissent les rôles dans cette cellule de crise. Typiquement, là, dans cette situation, la cellule de crise, on a mis 48 heures à la monter en définissant les rôles. Si on peut l'avoir en amont, on gagne pas mal de temps. S'assurer qu'on a la documentation et les connaissances nécessaires de l'infra, donc évidemment pas sur un support qui peut être vulnérable à l'attaque. Définir les priorités de l'entreprise. Alors ça a l'air de rien, mais quand il faut prendre des décisions, il faut toujours avoir à l'idée quelles sont les priorités de l'entreprise.
Est-ce que c'est la confiance des clients? C'est redémarrer rapidement? Enfin, il faut définir ces priorités qui vont ensuite éclairer les décisions que l'on doit prendre en situation de stress. Évidemment, l'entraînement, tant qu'on peut. Se faire aider, avoir un point de vue extérieur, mais la préparation, ça veut dire qu'on a identifié les partenaires qui pourront nous aider et on partage avec eux l'ensemble des informations. Définir le plan de com en cas de cybercrise. Alors évidemment, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Enfin, plus on est préparé et plus on réduit les biais des prises de décision que l'on a vues juste avant. Alors, on a vu que l'attaque a démarré par du DDoS. C'est là-dessus qu'on va un peu s'attarder. Alors, ce qu'on constate, c'est que des attaques combinées sont de plus en plus fréquentes. Donc, DDoS couplé à de l'exfiltration, à du crypto-locker, etc. Le DDoS est en lui-même une attaque pénalisante, on l'a vu, puisque le préjudice, en l'occurrence, est estimé à peu près à 900 000 €. Mais il peut être aussi utilisé en diversion. Ce qu'on constate également, c'est que les attaques DDoS se perfectionnent. Elles sont de plus en plus puissantes. C'est ce que disait Cyril, c'est-à-dire en bas des records de volumétrie. Et elles changent rapidement afin de contourner les contre-mesures. En l'occurrence, là, il y avait des systèmes anti-DDoS qui étaient des systèmes on-prem qui n'ont pas été suffisants, déjà parce que les patterns évoluaient sans cesse, donc il fallait, dès qu'il y avait une accalmie, on avait l'impression d'avoir fait quelque chose de satisfaisant, mais dans les minutes qui suivaient, ça repartait. Et quand bien même avec une infra on-prem et des équipements on-prem pour lutter contre le DDoS, on avait toujours le problème des liaisons surchargées. Alors justement, on va développer un peu la complexité autour des attaques DDoS. Merci Jean-Pierre. Effectivement, donc Jean-Pierre a commencé à en parler. Donc là, on va rentrer concrètement dans la complexité d'une attaque DDoS et ce qui la rend difficile à bloquer. Donc il y a effectivement 3 critères volumétrie, complexité et visibilité. C'est les 3 éléments aujourd'hui qui rendent difficile, notamment pour les équipements périmétriques, on-premise, ou même pour des solutions hybrides, type un équipement périmétrique qui redirige vers un scrubbing center. Et pire, du coup, un logiciel anti-DDoS qui va être là sur logiciel anti-DDoS, équipement périmétrique. On va avoir 2 problématiques. On va retrouver la problématique du volume, du fait du lien Internet. Donc très rapidement, on va être saturé. On va aussi manquer de visibilité sur ces appareils-là et de capacité à s'adapter à l'évolution de l'attaque. Donc on reviendra sur ces éléments-là. Et enfin, sur les solutions hybrides, on a une problématique autour de la performance. On a plutôt 2 problématiques. La première, c'est le temps de mise en route. Donc quand on a des solutions hybrides, qu'est-ce qui se passe ? Le trafic passe normalement par le réseau, arrive sur votre firewall à l'entrée de votre data center. Quand un DDoS est détecté, on parle de 5-10 minutes, alors le trafic est redirigé vers un data center, un scrubbing center, et c'est là que va s'effectuer le traitement des requêtes avant de le rediriger. Donc on a le délai de déclenchement du DDoS qui est problématique, et le second point, c'est délai de déclenchement du DDoS. Également la perte de performance puisqu'on va rerouter le trafic et on va avoir un trafic, comme l'expression dit, en trombone. Et donc c'est là où les solutions cloud aujourd'hui sont importantes et donc on va rentrer plus en détail, comme je vous le disais. Donc on a pris un exemple d'une attaque. On n'a pas repris les chiffres exacts de l'attaque du client cité, mais c'est très similaire en termes de pattern. Donc quand on regarde 41 millions de requêtes en 7 minutes, et on va devoir utiliser différents systèmes pour se protéger. Donc je vais les nommer et ensuite on va rentrer dans le détail de chacun de ces systèmes. Le premier système, c'est effectivement des systèmes anti-DDoS managés, automatisés, en l'occurrence par Cloudflare, mais ça peut être d'autres acteurs. Le second point, ça va être des listes d'IP malveillantes, donc des IP qui sont connues. On a des outils qui permettent qui vous proposent ce type de liste. Nous, on en a, les acteurs qui font du DDoS en ont. Donc, un ensemble de listes d'IP malveillantes. On va ensuite avoir besoin d'une solution qui permet d'identifier le trafic automatisé, puisque on va avoir une partie du trafic qui n'est pas malveillant, qui peut provenir d'énormément d'IP différentes, mais il va avoir un profil, un caractère automatisé. Donc, il faut pouvoir identifier
justement ce caractère-là. Et enfin, on va aussi devoir s'appuyer sur une solution de limitation de débit. Puisque, alors, historiquement, on limitait le débit sur des IP. On le verra aujourd'hui, c'est plus trop le cas parce que les technologies ont évolué. Bon, on parle de botnet, mais aujourd'hui, il est aussi très facile d'avoir des IP roulantes ou de s'appuyer sur des acteurs dont on reparlera pour obtenir des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'IP qui sont utilisables et actives en quelques secondes. Et enfin, pour compléter ça, déporter ce qu'il est possible de déporter de son infrastructure cœur. Donc typiquement, le contenu statique peut être mis en cache sur une solution externe, sur des serveurs autres que les serveurs d'hébergement. Et grâce à ça, on se retrouve dans une situation où on a relativement très peu de requêtes qui arrivent à l'origine, et donc on a une origine qui n'est pas surchargée. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces éléments-là, le premier, les systèmes DDoS. Donc, je vais forcément, moi, vous parler des systèmes de Cloudflare qu'on a mis en place chez ce client-là. Donc, comment ça fonctionne donc, tout ça est automatisé pour l'utilisateur. Si vous avez utilisé Cloudflare en reverse proxy, vous bénéficiez de ces systèmes-là. Donc, le trafic arrive, donc ce qu'on voit, le gros carré, c'est un point de présence. Donc, le trafic arrive localement sur un point de présence, toujours au plus proche de la source. À ce niveau-là, on va appliquer différents traitements, donc des traitements logiciels. On va appliquer également des traitements liés à des règles managées. Donc on a une équipe d'ingénieurs qui met à jour des règles managées contre des vecteurs ou des types d'attaques DDoS connus. Et enfin, on va bénéficier également d'un scoring en temps réel, donc un scoring dynamique de ce trafic qui arrive sur le point de présence pour bloquer justement les attaques DDoS. Et on va également avoir un échange de données, de la télémétrie qui va être envoyée sur un core data center, qui est un petit peu le core data center qui pilote tous les points de présence locaux et qui lui va dire attention, on a là un nouveau pattern, par exemple d'attaque DDoS, on va lui donner une signature et il va en informer tout le réseau. Et en temps réel, on va avoir les 330 points de présence qui sont informés et qui sont en capacité du coup de prendre la même action de blocage. Donc ça, c'est le premier filtre. Et ça, on le voit, très compliqué à faire, voire très compliqué, un euphémisme, à faire avec un équipement périmétrique. Le deuxième point, bon, les IP malveillantes, on en a parlé, les listes d'IP, je vais pas forcément passer beaucoup de temps dessus. La partie trafic automatisé. Donc, comment on identifie du trafic automatisé ? Alors, il faut aller reconnaître un pattern dans le trafic ou un pattern potentiellement sur le user agent. Donc, il faut avoir différents éléments et être en capacité, du coup, de scorer ce trafic comme automatisé. Donc ça, de la même façon, c'est assez compliqué à faire. Il faut s'appuyer sur des solutions du marché. Donc, si on prend, là en l'occurrence, l'exemple Cloudflare, donc, toutes les requêtes qui transitent par le point de présence, elles ont un score entre 1 et 99. Plus le score est bas, plus la requête est potentiellement automatisée. Alors le 1, c'est du trafic API, donc il n'y a pas de sujet, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais de 2 à 30, c'est là où on va classifier le trafic automatisé. Et donc, vous allez pouvoir dire, au niveau de Cloudflare, ce trafic est automatisé, donc, ou est potentiellement automatisé, donc je vais demander à chaque IP qui souhaite, qui a un score potentiellement bas et qui souhaite accéder à mon site, de passer ce challenge. Donc ça, on voit, il y a différents types de challenge. Ça, c'est celui de Cloudflare que vous connaissez, qui est interactif mais très peu. Il suffit de cliquer sur la case. Et donc, évidemment, la grande majorité des bots ne savent pas cliquer sur une case. Le dernier point, ça va être d'aller identifier le type de requête. Donc typiquement, sur votre application, il n'y a pas de raison que vous receviez un grand nombre de requêtes, patch, delete, etc. Donc on va pouvoir s'appuyer sur le type de requête pour derrière aller identifier du coup la signature des requêtes. Donc là, on parle de JA3. Aujourd'hui, il existe le JA4, donc c'est des standards du marché d'identification de requêtes. Et donc, en s'appuyant sur une signature de requête, on va pouvoir derrière également créer une règle de bloc ou potentiellement une règle de limitation de débit. Pourquoi j'aurais 100 000 requêtes avec la même signature qui cherchent
je sais pas, à cliquer sur login, un exemple. Il n'y a pas de raison, donc on peut les bloquer. Et ce que je voulais vous montrer, pour prendre le contre-pied de ce que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis du blocage par IP, qui est historiquement la manière de faire. Aujourd'hui, voilà ce qu'on voit quand on analyse des attaques DDoS. On voit qu'on n'a pas une IP qui fait plus de 230 requêtes. Et pourtant, on a 40 millions de requêtes. Et donc, c'est là où ça devient très difficile et qu'il faut avoir justement ces différents instruments pour pouvoir se protéger. Donc c'est tout pour cette partie-là. Je voulais faire une aparté sur le proxy résidentiel. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà utilisé, pas forcément pour des actions illégitimes, hein, c'est totalement légal et on a plein de sociétés qui l'utilisent pour des actions marketing, etc. Donc qu'est-ce que c'est le proxy résidentiel? C'est simplement votre iPhone, votre téléphone Google, votre ordinateur, mais beaucoup plus aujourd'hui les iPads, les iPhones, etc. Et comment ça fonctionne? Simplement, vous aviez envie de jouer au morpion avec votre ami. Vous téléchargez cette application, vous validez, vous donnez votre consentement, vous ne lisez pas. Personne lit globalement les conditions d'utilisation, ou très peu de gens. Et donc, vous avez cette application gratuite à qui vous avez donné votre consentement pour servir de proxy. Et donc, je vous ai mis à gauche une liste de sociétés qui sont des sociétés légales et qui ne font pas forcément des actions malveillantes ou qui n'ont pas de clients qui font des actions illégales, mais simplement pour que vous voyez aujourd'hui de quelle ampleur on parle quand on parle de proxy résidentiel. On a aujourd'hui des solutions qui couvrent quasiment toutes plus de 150 pays et qui ont des pools de plus de 150 millions d'IP. Donc, c'est colossal. Et peut-être parmi vous, il y en a qui ont un des jeux, Super Tetris peut-être, qui est gratuit et vous aimez jouer au Tetris, et en fait, il va vous servir de proxy et potentiellement pour du DDoS. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et c'est un risque qui est en train de prendre de l'ampleur et qui complexifie vraiment la manière de se protéger des attaques DDoS, comme je vous le montrais, avec des centaines, des milliers d'IP qui sont utilisés. Voilà sur la partie DDoS. Je voulais très rapidement, pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus, mais vous donner un petit peu la visibilité sur l'état de la menace aujourd'hui. Donc, Cloudflare sort un rapport chaque trimestre pour vous montrer qu'entre 2024 et 2025, on a une croissance de plus de 300% au niveau des attaques DDoS. Depuis quelques années, les volumétries explosent aussi à cause des IoT, des proxys résidentiels. Mais on a une grosse croissance en termes de nombre d'attaques DDoS. Pour votre information, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, qui cherche à vous DDoS? Ça peut être alors, il faut savoir que ceux qui ont répondu ont dit la majorité ne savaient pas qui les avait DDoS, évidemment. Mais ceux qui savent, ou en tout cas ceux qui pensent savoir, disent dans 39% des cas compétiteurs, une attaque liée à un État, un client pas content ou un utilisateur pas content. Le self-DDoS, alors ça c'est sous-estimé. Le dev qui crée une boucle et qui DDoS sa propre application. Dans certains cas, des extorsions. Alors, en fait, le DDoS peut être un moyen aussi de demander des rançons. Je vais faire en sorte que votre site soit indisponible pendant des semaines et que vous n'ayez plus de chiffre d'affaires, sauf si vous me payez X milliers de dollars ou d'euros. Et enfin, donc un petit peu comme le client pas content, on a aussi l'employé pas content. Très rapidement également, les vecteurs. Donc évidemment, 60% des attaques sont liées à des botnets. On va avoir quand même 20% qui sont liés à des requêtes HTTP qui vont être suspicieuses. Le headless browser, que je pense que vous connaissez tous, qu'on peut utiliser pour plein de choses. Et du generic flood, donc de la masse de requêtes. Et enfin, le dernier point, c'est simplement que d'où proviennent aujourd'hui les attaques DDoS, d'où vient le trafic, et on se rend compte qu'il provient d'AES, d'ASN qui sont totalement légitimes et qu'on utilise tous. Donc on voit OVH en deux, Google Cloud, Microsoft. Et donc finalement, ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait avant. Le DDoS, il vient un peu de partout, il utilise des chemins finalement légitimes et donc il est de plus en plus difficile à détecter et à contrer. Merci Cyril.
Alors, pour continuer dans la capitalisation et les enseignements que l'on a pu tirer de cette attaque, on a vu que ça avait démarré par du phishing. Alors, on ne va pas détailler, on aurait pu faire une présentation complète sur ce sujet, mais on va quand même noter les points clés d'amélioration du phishing. Bon, la première chose, c'est d'améliorer la détection du mail frauduleux par différents systèmes, notamment qui intègrent de l'IA et qui contextualisent chaque mail, même si la charge ne semble pas malicieuse au moment où le mail passe. Mais une fois que le mail est passé, avec la plupart du temps un lien, il faut contrôler toutes les sorties des flux de l'utilisateur en mettant des systèmes de proxy, même en situation de mobilité. En l'occurrence, dans ce cas précis, le lien a été cliqué en situation de mobilité, donc en dehors du réseau et des protections du réseau de l'entreprise. Idéalement, il faut jouer aussi sur les complémentarités des technologies, c'est-à-dire avoir un moteur anti-spam qui soit différent du moteur du proxy, ce qui permet d'avoir deux moteurs et deux bases différentes de traitement de la menace. Si on est sur les mêmes technologies, il se peut que s'il a passé la première barrière, il passera la deuxième parce que justement ce sont les mêmes technos. Évidemment, on n'y coupe pas la sensibilisation des utilisateurs, au travers de formations, d'informations, de campagnes de phishing programmées de façon récurrente, où on identifie ceux qui sont un petit peu moins vigilants. La charte, enfin tout ce qui tourne autour des utilisateurs, qui in fine sont le dernier rempart une fois que la techno n'a pas été suffisante. On a parlé aussi des déplacements latéraux, puisqu'on a vu après le phishing, il y a eu un accès frauduleux, le placement d'une charge sur un des serveurs vulnérables qui a ensuite réalisé des déplacements latéraux, c'est-à-dire qui est allé en gros scanner tout le SI, identifier les machines vulnérables et s'est propagé jusqu'à se déclencher. La propagation sur le latéral, alors il y a plusieurs façons de l'endiguer, mais la segmentation est un des moyens les plus efficaces. Alors là, on a mis en place une segmentation intervélane. Alors c'est pas suffisant et il faut aller un peu plus loin et faire de la micro-segmentation pour maîtriser l'ensemble des flux au sein du réseau et n'autoriser que ce que l'on souhaite laisser passer. Alors c'est pas une panacée. Il faut le compléter par une gestion des vulnérabilités avec l'application une cyberveille déjà et un plan de remédiation associé dès qu'on identifie des vulnérabilités. Détecter les activités suspectes. Alors, plusieurs façons. Là, on a mis en place un EDR managé, ce qui permet d'identifier les premiers éléments de compromission. Et un élément important aussi, bien souvent, ce sont des signaux faibles qui, pris indépendamment, n'alertent pas forcément. En revanche, quand on corrèle une somme d'événements suspects, ou même pas suspects, mais juste corréler des événements, on peut avoir à ce moment-là un signal plus important qui est signe d'une attaque en cours. Alors, on a parlé des accès distants, puisque le phishing a permis d'accéder à l'infra. Alors, même chose, là il y a quelques vecteurs d'amélioration et la liste n'est pas exhaustive, elle reflète ce qui a été mis en place. Bon, première chose, l'authentification multifacteur. Alors, je pense rien vous apprendre en vous disant que c'est l'authentification multifacteur, c'est quand on a plusieurs éléments d'identification pour authentifier un individu. Avec ce qu'il est, ce qu'il possède, ce qu'il sait. Enfin, il faut combiner au moins deux éléments pour parler d'authentification forte. La détection des connexions suspectes, donc ça fait partie un peu des signaux faibles. La localisation, l'équipement utilisé, les horaires. Donc ça peut être un signal faible d'un début de compromission. On peut en amont bloquer, quoi qu'il arrive, par IP, avec des blocages géographiques. On va exclure des zones de connexion improbables et aussi des IP de mauvaise réputation. Alors, ce type de mesure peut induire quelques faux positifs. Mais l'expérience montre que ça induit quelques faux positifs, mais ça neutralise quand même beaucoup de faux, de vrais positifs. Voilà. La solution qui est envisagée, donc là c'est plutôt dans les tuyaux, c'est de remplacer ce système d'accès distant qui est du VPN assez traditionnel par du ZTNA.
Donc le ZTNA, la différence avec les connexions distantes traditionnelles, c'est que ce n'est pas juste une authentification puis on autorise les flux, c'est un contrôle permanent de la posture de celui qui est connecté et on vérifie en permanence ce qu'il fait, la posture, s'il y a un changement de situation sur le poste, sur le trafic et s'il y a un changement, eh bien le flux est directement coupé. Alors justement sur ce sujet, je vais repasser la parole à Cyril et on va regarder comment le ZTNA est pris en charge chez Cloudflare. Merci. Ouais, très rapidement, le but c'est pas de s'étendre encore une fois sur le ZTNA, mais je pensais intéressant de vous partager deux quick wins. Donc bon, le ZTNA c'est effectivement on s'appuie sur un AD pour récupérer l'identité et derrière on s'assure que l'utilisateur a les bons privilèges et on va aller checker la posture du device et on va pouvoir ajouter des règles aussi pour checker d'autres éléments comme la localisation, etc. Donc c'est des projets qui sont quand même assez lourds parce qu'il faut embarquer tous les devices, il faut vérifier la compatibilité, embarquer toutes les équipes, embarquer toutes les applications, etc. Moi, ce que je voulais vous partager simplement, au niveau, si vous avez des applications, bien souvent vous avez des back-office. Ça, c'est très simple à mettre en place. Un agent, un client léger qui va monter un petit tunnel vers Cloudflare, vous protégez du coup votre back-end, votre application derrière un tunnel Cloudflare qui n'autorise que des connexions sortantes et donc votre équipe, l'équipe de développement qui a vocation à utiliser ces back-office s'appuie sur ce modèle-là de ZTNA. Donc on parle souvent de 5, 7, 8, 10 utilisateurs qui échangent quasiment tous les jours, donc très simple à mettre en place avec des checks de posture, qui s'est connecté quand. Et on a une bien meilleure protection qu'avec un VPN pour protéger ces back-office. Parce que bien souvent, quand tu as un compte qui est compromis, c'est par là que rentrent les attaquants. Donc voilà, je voulais vous partager cette possibilité, ce cas d'usage plutôt sur le Zero Trust, sans le généraliser. Et autre possibilité aussi sur Cloudflare. Donc on l'a vu là, mais c'est globalement ça. En fait, quand vous êtes sur Cloudflare, vous pouvez créer un tunnel sortant. Vous ouvrez qu'un port, le 8080. Ce tunnel sortant se dirige vers Cloudflare, donc aucune possibilité pour rentrer par ailleurs. Donc vous protégez votre application de cette façon. Je te repasse pas la main, Jean-Pierre, du coup on a fini. Merci à tous pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Sur la détection des attaques et des bots, est-ce que vous utilisez le fingerprinting ou pas ? Oui, on utilise le fingerprinting. J'en ai parlé un petit peu JA3 et JA4 maintenant. Voilà, peut-être quelque chose de... Tu veux savoir quelque chose de plus précis? C'est un standard du marché aujourd'hui, effectivement. Et le fingerprinting est nécessaire parce dans certains cas, on n'a pas la capacité à faire autrement. Donc, quand on a, comme je le disais, 100 IP qui envoient, je sais pas, 10 requêtes, par exemple, bon, imaginons que ça fasse beaucoup, on ne peut pas mettre une règle de rate limiting parce qu'on a des utilisateurs légitimes qui font le même nombre de requêtes. Et donc, il faut aller trouver un pattern. Et parfois, c'est le user agent. Parfois, le user agent, ça ne suffit pas. Et donc, effectivement, on va s'appuyer sur le fingerprinting pour aller identifier ces requêtes-là. Et comment vous reconnaissez l'activité malicieuse ? On peut venir nous-mêmes injecter dans nos applications une activité malicieuse qui détecterait une IP comme étant malicieuse ? Alors, nous, on va donc le JA4, on va chercher en fait une identité pour identifier la requête et on va aller le chercher sur le certificat. C'est à cet endroit-là qu'on fait le JA4. Donc en fait, c'est un moyen de reconnaissance. Toutes les requêtes ont un fingerprint. Ça ne veut pas dire qu'il est malicieux, mais nous, notre but, c'est de dire il y a eu ce trafic qui cause quelque chose à mon application. Donc si on parle de DDoS, c'est pas forcément des requêtes malicieuses, mais c'est des requêtes en grand nombre. Donc, elle crée cette gêne ou ce problème-là. Comment je fais pour identifier le pattern qui relie toutes ces requêtes, sachant que c'est pas l'IP, sachant que c'est pas le user agent, etc. Donc, c'est un moyen d'identifier en fait
comme le serait le user agent, un moyen d'identifier ces requêtes-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir, est-ce que ça vous parle si je dis Cloudflare et HDS ou pas? Alors, HDS, hébergeur données de santé. Voilà. La réponse est non. Parce que Cloudflare, en fait, est un... Nous, on a un reverse proxy. On est aussi proxy sur le Zero Trust. Mais en fait, la donnée, elle transite par Cloudflare. On n'héberge pas la donnée. On va avoir des métadonnées, des logs, qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la plateforme, pour vous donner les analytiques, justement. Typiquement, on parlait là de fingerprint. Et ben, ça, c'est de la métadonnée. Et on a besoin de vous la mettre à disposition. Mais on ne stocke pas les données. Donc, okay. Donc on peut dire aussi que donc, le flux n'est pas déchiffré. Enfin, il est déchiffré. Alors, le flux, quand on est sur du niveau 7, le flux, il est déchiffré au niveau du point de présence. Donc, en fait, on a un certificat entre le client et Cloudflare et un certificat entre Cloudflare et l'infra. Et donc, au niveau de Cloudflare, on va déchiffrer le flux, appliquer les traitements, l'analyser, appliquer les traitements, le réencapsuler, le rechiffrer, et on le renvoie vers l'infrastructure quand c'est légitime. Et on peut dire de le faire qu'en France? Oui, tout à fait. Si la question c'est autour de la souveraineté, autour de la donnée de santé, effectivement, on a des clients dans la santé. On en a un qui est public. Vous pourrez retrouver c'est eux qui ont posté sur la blog post qui s'appelle Doctolib, qui utilise exclusivement Cloudflare pour sa sécurité niveau 7. Et effectivement, on a développé une solution qui s'appelle la localisation des données, qui va permettre différents éléments. Donc, garder les métadonnées en Europe, s'assurer que l'inspection de la charge a lieu sur le territoire, donc Europe ou France, et également la gestion des clés de chiffrement. Donc, on a le choix, on les met sur les data centers en France ou on les garde dans son data center en y donnant l'accès à Cloudflare. Ok, merci. Je t'en prie. Personne? Messieurs, on vous remercie beaucoup. Parfait. Merci beaucoup.